Le 21 février 2025 a eu lieu le plus grand braquage numérique de l'histoire. 1,5 milliard de dollars évaporés en un instant. C'est l'attaque d'une précision chirurgicale qu'a subi Bybit, l'une des plus grosses plateformes de crypto-monnaie. Mais ça va beaucoup plus loin que la crypto-monnaie. Derrière ce tour de passe-passe, il y a des hackers surentraînés, formés par la Corée du Nord. Un groupe inconnu du grand public et qui agit dans l'ombre depuis des années. Aujourd'hui, on va vous parler de la cyberarmée de Kim Jong-un, le groupe Lazarus. Commençons par l'attaque récente. Vous l'avez peut-être vu passer parce que la nouvelle était partout, mais le 21 février 2025, l'entreprise Bybit a subi le plus gros braquage numérique de l'histoire. Bybit, c'est l'un des géants de l'univers crypto, une plateforme qui permet d'échanger du Bitcoin, de l'Ethereum et d'autres actifs numériques à travers le monde. Elle compte des millions d'utilisateurs et des milliards de dollars y transitent chaque jour, ce qui en fait l'un des coffres-forts numériques les plus surveillés de la planète. À sa tête, il y a Ben Cho. Né à Hangzhou, en Chine, il part vivre en Nouvelle-Zélande à 11 ans, puis poursuit des études d'économie aux États-Unis. Avant de plonger dans le monde de la crypto, il travaille plusieurs années dans la finance, notamment comme directeur régional chez XM, une société de trading. C'est en 2016, à 26 ans, qu'il découvre la blockchain grâce à un ami. Il commence à partager sa passion sur un petit site dont vous avez peut-être déjà entendu parler, YouTube. Il rassemble rapidement des milliers d'abonnés et déjà à cette époque, entre les anti-crypto qui crient au Ponzi et les crédules qui tombent dans la moindre arnaque, il se dit qu'il y a un réel manque d'éducation sur le sujet. Ben, il veut aider les gens à évoluer dans ce nouvel Eldorado en toute sécurité. En 2018, il fonde Bybit avec une idée claire, offrir une plateforme rapide, sécurisée et accessible à tous. Sa mission, c'est démocratiser la crypto en la rendant plus sûre. C'est à Dubaï, dans les bureaux de l'entreprise, que la sirène d'alarme retentit en premier. 1,5 milliard de dollars viennent de s'envoler. Ben, alerté par la voix tremblante de son directeur financier au bout du téléphone, apprend l'impensable. Ils ont été hackés et plus de 400 000 Ethereum viennent de disparaître. 30 minutes plus tôt, il avait approuvé machinalement une transaction interne. Et c'est par ce biais qu'a pu procéder le groupe de hackers. Et pour ce faire, pas de force brute, mais une attaque sur la chaîne d'approvisionnement. Tout commence avec un ingénieur de chez SafeWallet, le service utilisé par Bybit pour sécuriser ses transactions via un système multi-signature. Alors c'est un peu comme valider un paiement via l'appli de votre banque, sauf qu'ici il faut plusieurs personnes pour que ça passe, comme pour ouvrir un vieux coffre-fort avec des clés multiples. Lazarus s'introduit dans les systèmes de SafeWallet, qui est donc prestataire de Bybit et qui est utilisé par eux, et ils vont y déposer du code malveillant. Mais pas n'importe quel code malveillant. Un code malveillant qui est absolument indétectable, qui ne touche aucun des autres clients pourtant très riches de SafeWallet, sauf un, et qui n'attend qu'une seule chose, qu'un seul portefeuille client de SafeWallet, celui de Bybit, prépare une grande transaction. 12 jours avant le braquage, les hackers injectent leur code et puis patientent, planifient, observe. Ces lignes de code, tous les utilisateurs y sont exposés, mais c'est Bybit qui est visé depuis le début. Les hackers choisissent une opération de routine pour attaquer. Cette opération banale pour Bybit, elle consiste à transférer les fonds d'un portefeuille non connecté à un portefeuille actif. Pour les connaisseurs, ils transfèrent les fonds d'un cold wallet à un hot wallet. En général, les portefeuilles non connectés ou cold wallet sont utilisés pour conserver des sommes à long terme auxquelles on n'a pas besoin de toucher dans l'immédiat. Finalement, l'opération qu'a fait Bybit ce jour-là, c'est un peu comme faire un virement de son livret A à son compte courant pour l'alimenter. Sauf que les hackers, ils interceptent la transaction et la détournent. Montant, destination, tout est modifié dans l'interface. La seule chose qui pourrait alerter Ben, c'est la différence d'adresse de l'opération. C'est une suite de nombres et de lettres qu'il doit comparer avec celle affichée sur son ledger, un appareil servant à autoriser les transactions. L'adresse doit être identique, mais ce jour-là, elle ne l'est pas. Mais Ben, dernier maillon humain de la chaîne, valide sans voir le piège. Il pense envoyer des fonds à un compte interne et en réalité, il vient juste de transférer 1,5 milliard de dollars à un groupe de hackers volontairement. 30 minutes plus tard, la communauté crypto entre en ébullition en voyant le milliard et demi se fragmenter et se disperser à travers une multitude de comptes et de devises crypto. La raison à ça, elle est simple, il est bien plus facile pour les malfaiteurs de blanchir un butin fragmenté sur des centaines de petites adresses qu'un seul transfert massif vers un compte unique. D'abord parce que les sommes plus petites sont moins contrôlées, mais également parce qu'il est plus compliqué de suivre une telle cascade de comptes. Pour Ben et la communauté crypto, c'est comme essayer de retrouver des centaines d'aiguilles dans autant de bottes de foin. Mais c'est sans compter un petit génie de l'enquête blockchain, ZachXBT. Connu pour son travail indépendant de traçage de fonds volés et ses enquêtes documentées sur Twitter, ce détective anonyme de la blockchain a déjà permis de remonter les pistes de dizaines d'arnaques et de hacks, notamment CryptoZoo, une arnaque NFT initiée par le youtubeur Logan Paul, dont on a déjà parlé sur la chaîne si jamais vous voulez en savoir plus. Grâce à son analyse des transactions sur la blockchain, il parvient ici à identifier des mouvements suspects reliés au portefeuille utilisé par les hackers, en suivant les traces comme un enquêteur suivrait des empreintes dans la neige. Assez rapidement, il se rend compte qu'une partie des comptes utilisés ont déjà été utilisés par un groupe de hackers identifiés,
Bingo. Du côté de Ben, la guerre est déclarée. Dès les premières heures du hack, il apparaît en live sur X pour rassurer les clients. L'argent volé, ce sont les fonds de la boîte, pas ceux des utilisateurs. Aucun client ne perd un seul centime. Ben se démène pour emprunter des fonds et combler le trou laissé par le vol. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir que des entreprises concurrentes comme BitGet vont prêter à Bybit. Parce que eux-mêmes ont tout à perdre. Si le marché est complètement déstabilisé, ils seront également perdants. Le PDG de BitGet explique prêter les yeux fermés à Bybit et débloque 100 millions de dollars. Que les faits de solidarité soient intéressés ou non, le choc sur les marchés généré par le vol massif de Bybit est bien réel. 5 jours après l'attaque, Ben lance LazarusBounty.com, une plateforme collaborative pour traquer les fonds volés. Le message de Ben, il est très clair, on ne se laissera pas faire. Le site fonctionne en temps réel, il recense les adresses associées aux hackers, surveille leurs mouvements et expose les flux de crypto dispersés. Les membres de la communauté peuvent s'y connecter, soumettre des informations ou signaler des activités suspectes. Si leurs données mènent à la récupération d'actifs, ils peuvent recevoir une prime allant jusqu'à 10% de la somme récupérée. L'idée, elle est très simple. Transformer chaque utilisateur en chasseur de primes et mobiliser l'intelligence collective pour court-circuiter les cybercriminels. Mais avant de se demander comment l'argent du magot est blanchi, il y a une autre question à élucider. Lazarus, c'est qui ces types? Hidden Cobra, les Gardiens de la Paix, APT38, Blue North, Beagle Boys, c'est pas des noms de groupes de rock bizarres des années 90, mais bien les différents noms sous lesquels sont identifiés le groupe Lazarus. Ils se font remarquer dès les années 2000 et leurs attaques montent en complexité et en élaboration d'année en année. On leur attribue assez rapidement une origine nord-coréenne, mais on verra plus tard que c'est seulement la face visible de l'iceberg. Lazarus commence à opérer entre 2007 et 2009 avec des attaques contre des banques sud-coréennes et des sites administratifs américains, y compris celui de la Maison Blanche. À ce stade, ce ne sont que des attaques DDoS qui consistent à submerger un site de requête jusqu'à le faire planter. Mais en 2014, ils changent d'échelle et leur cible, c'est le géant hollywoodien Sony Pictures Entertainment. La raison, elle est toute simple, c'est la sortie du film The Interview, une comédie satirique réalisée par Seth Rogen et Evan Goldberg. Le film met en scène James Franco et Seth Rogen dans les rôles de deux journalistes qui, recrutés par la CIA, doivent assassiner le leader nord-coréen Kim Jong-un. Et ce scénario, il a rien d'anodin. Pour la Corée du Nord, la représentation du dirigeant suprême dans un film comique occidental et surtout la mise en scène de son assassinat constitue une insulte inacceptable. Les hackers pénètrent le réseau de Sony grâce à une campagne de phishing. Ils envoient des mails frauduleux aux employés avec des pièces jointes piégées ou des liens menant vers des pages d'hameçonnage. Certains employés tombent dans le piège et entrent leurs identifiants. À partir de là, les attaquants récupèrent des accès et commencent à cartographier le réseau interne de Sony. Ils augmentent ensuite leurs privilèges d'accès au système et commencent à extraire des données. Pendant plusieurs semaines, ils exfiltrent sans se faire remarquer plusieurs téraoctets d'informations. Des mails internes, des contrats d'acteurs, des documents financiers et même des films inédits. Puis, le 24 novembre 2014, ils déclenchent la phase visible de l'attaque. Et on peut dire que chez Sony, c'est l'apocalypse. Les employés arrivent ce matin-là au bureau et découvrent un message menaçant sur leurs écrans, signé Guardian of Peace, ou en français, les Gardiens de la Paix. Pendant ce temps, un wiper malware, un virus destructeur, efface les disques durs de tous les ordinateurs des locaux de Sony. L'entreprise est complètement paralysée. Une rançon est alors demandée par les hackers, et quand Sony refuse de payer, les hackers commencent à publier des données volées. Des films inédits comme Fury ou Annie sont balancés en téléchargement sur Internet, et là, c'est le début d'un scandale à Hollywood. Parmi les fichiers exposés, on retrouve des mails internes qui révèlent des discussions embarrassantes entre les dirigeants de Sony. Des critiques acerbes sur certains acteurs font surface, comme un échange où Leonardo DiCaprio est décrit comme insupportable sur un projet, ou encore un message traitant Angelina Jolie de gamine gâtée. Pire encore, un mail maladroit fait des suppositions sur les goûts cinématographiques de Barack Obama sous couvert d'une blague raciste. L'affaire prend une tournure explosive lorsque des écarts de salaire entre acteurs et actrices sont révélés, prouvant que les femmes, même les plus prisées et donc les plus rentables, sont bien moins payées que leurs collègues masculins dans des rôles équivalents. Cette révélation relance le débat sur l'égalité salariale dans l'industrie du cinéma. Quelques jours plus tard, une nouvelle menace apparaît. Le groupe affirme que des attaques physiques pourraient viser les cinémas projetant The Interview, évoquant un événement comparable au 11 septembre. Sous la pression, plusieurs grandes chaînes de cinéma annulent la diffusion du film. Sony finit par renoncer totalement à une sortie en salle et se rabat sur une sortie en ligne. L'enquête du FBI conclut rapidement que l'attaque vient de la Corée du Nord. Le code du malware utilisé présente des similarités avec des attaques antérieures attribuées à Lazarus. Certaines des adresses IP sont aussi liées à des infrastructures nord-coréennes. En réponse, les États-Unis imposent de nouvelles sanctions à la Corée du Nord. En janvier 2015, ils gèlent les avoirs de plusieurs entités et responsables nord-coréens impliqués et interdisent toute transaction financière avec eux. Ils renforcent les restrictions bancaires contre la Corée du Nord et demandent à leurs alliés d'adopter des sanctions similaires. Enfin, Washington intensifie ses mesures de cybersécurité pour prévenir de futures attaques. Et c'est une escalade de tensions avec Pyongyang qui débute. Ce piratage marque un tournant dans l'histoire des cyberattaques. Pour la première fois, des hackers font plier Hollywood par patriotisme. Sony subit des pertes estimées
à 100 millions de dollars entre la restauration de ces systèmes informatiques, la perte de revenus due à la fuite de films et les frais juridiques liés aux données personnelles compromises. En interne, les fuites d'informations mènent à la démission d'Amy Pascal, coprésidente de Sony, et un climat de méfiance s'installe parmi les employés dont les informations personnelles ont été compromises. L'annulation temporaire de la sortie du film est perçue comme une capitulation face au chantage. Barack Obama critique lui-même cette décision, soulignant le danger d'un précédent où un État étranger influence directement la diffusion d'un film américain. Mais les ambitions de ces hackers ne s'arrêtent pas là. Après Hollywood, c'est le monde de la finance qui tremble sous leurs assauts et c'est la Banque centrale du Bangladesh qui en est la cible. Tout commence en 2015, dans les entrailles du système informatique de la banque. Les hackers de Lazarus ne forcent pas la porte d'entrée. Comme pour Sony, ils laissent un employé l'ouvrir pour eux. Et ici, c'est la même recette qu'ils sont loin d'utiliser pour la dernière fois. Mail de phishing et exploitation de vulnérabilités humaines. Une fois infiltrés, ils respectent de nouveau leur marque de fabrique et ne se précipitent pas. Ils écoutent, cartographient le réseau et identifient les protocoles de sécurité. Leur objectif est de trouver un accès au système SWIFT, le réseau ultra sécurisé qui permet aux banques du monde entier d'effectuer des transactions entre elles. Ils obtiennent finalement le moyen de se glisser entre la banque et le réseau SWIFT pour émettre des ordres, c'est-à-dire des transactions, à la place de la banque. Et en février 2016, l'heure de l'attaque sonne. Les hackers envoient 35 ordres de transfert frauduleux pour un total ahurissant de 951 millions de dollars. L'argent doit être envoyé vers des comptes aux Philippines et au Sri Lanka, puis blanchi via des casinos. Une opération millimétrée, une exécution impeccable, mais un grain de sable va enrayer cette machine parfaitement huilée. Premier couac, une faute de frappe. Dans l'un des ordres de virement, les hackers orthographient mal le nom d'une organisation fictive, Shalika Foundation, qui une fois mal tapé devient Shalika Foundation, un détail anodin, mais pas pour la Deutsche Bank qui repère l'erreur et alerte la banque du Bangladesh. Résultat, 20 millions de dollars sont bloqués, empêchant leur détournement vers le Sri Lanka. Deuxième imprévu, une adresse suspecte et un mot sur liste rouge. L'un des comptes destinataires est situé sur Jupiter Street à Manille. Manque de chance, Jupiter, c'est aussi le nom d'un navire iranien surveillé par la Réserve fédérale de New York. Cette même Réserve fédérale bloque automatiquement la plupart des transactions vers ce compte, stoppant net 850 millions de dollars qui ne verront jamais le compte des hackers. Malgré ces accros, 81 des 951 millions de dollars que les hackers ont tenté de transférer réussissent à s'envoler avant que les alarmes ne retentissent. C'est moins de 10% de la somme initiale, mais c'est toujours ça. L'argent disparaît dans les circuits de blanchiment, convertis en jetons de casino, pariés, retirés en cash et redirigés vers des réseaux clandestins. Rapidement, les experts en cybersécurité repèrent une signature familière, celle du groupe Lazarus, les mêmes que pour Sony en 2014. Ce vol a été un électrochoc pour les banques et les institutions financières du monde entier. SWIFT et les banques centrales ont renforcé leur protocole de cybersécurité, mais le message est clair, plus personne n'est à l'abri d'une attaque bien orchestrée. Et si même les plus grandes institutions peuvent se faire avoir, comment s'en sortir? Chaque jour, nos propres données sont stockées sur des serveurs qui appartiennent à 2-3 géants du numérique qui les exploitent et nous rendent totalement dépendants de leurs services. On nous fait croire qu'il n'existe pas d'alternative, alors qu'en réalité, une autre voie est possible. C'est là qu'intervient Infomaniac, notre sponsor du jour. Protéger ces données, c'est crucial, et le groupe Lazarus en est la preuve ultime. Contrairement aux solutions cloud classiques, Infomaniac est un cloud indépendant conçu et hébergé en Suisse qui ne revend pas vos données et n'est contrôlé que par son propre personnel. Vous connaissez peut-être déjà Swiss Transfer, leur service gratuit pour l'envoi de gros fichiers, mais Infomaniac c'est bien plus que ça. Avec leur offre gratuite MyKSuite, vous avez une adresse mail et vous pouvez stocker et gérer vos fichiers en toute sécurité sur K-Drive sans aucune publicité. Vos données vous appartiennent à chaque instant, elles ne sont ni analysées ni revendues. Perso, avec mon équipe, on utilise K-Drive au quotidien qui est inclus dans K-Suite pour la gestion de nos vidéos. Et franchement, je vois aucune différence avec les services un peu plus connus, sauf que là, nos données restent au cœur de l'Europe et sous notre contrôle. Parce que quand on voit ce que le groupe Lazarus a été capable de faire, on comprend vite que la cybersécurité, c'est pas un luxe. Si vous voulez aller encore plus loin, Infomaniac propose aussi MyKSuite Plus, une mise à jour payante qui inclut du stockage illimité pour vos emails, jusqu'à 6 Tera pour vos fichiers, et même des outils avancés comme une IA souveraine, l'édition de PDF en ligne et un backup sur 30 jours. Et bonne nouvelle, avec le code HARDDISC80, vous bénéficiez de moins 80% pendant 12 mois sur l'offre 1 Tera. Mais attention, l'offre est valable seulement 7 jours et le nombre de codes disponibles est limité. Bref, c'est le moment parfait pour passer à l'étape supérieure et commencer à sécuriser vos données. Je vous mets le lien en description. Merci à Infomaniac pour ce vrai bon plan et nous, on reprend notre histoire de hacker. En 2017, Lazarus trouve le moyen de ratisser large. Là où ils avaient coutume de viser une seule entité, ils créent un malware qui se diffuse et infecte des systèmes en masse. Le monde découvre l'un des rançongiciels les plus destructeurs de l'histoire. Ironiquement appelé WannaCry ou Envie de pleurer en français, c'est une cyberattaque massive qui frappe pour la première fois le 12 mai 2017. Ce logiciel malveillant encrypte les fichiers des ordinateurs infectés et demande une rançon en bitcoin pour les déverrouiller. En quelques heures, WannaCry se propage comme une traînée de poudre. Plus de 200 000 ordinateurs sont bloqués dans 150 pays.
Des hôpitaux, des entreprises et des infrastructures critiques sont touchés. Au Royaume-Uni, le système de santé public est paralysé. Des dizaines d'hôpitaux doivent annuler des opérations, reporter des consultations et refuser certains patients faute d'accès aux dossiers médicaux. Le gel de certains appareils cause la fermeture de centres d'urgence, allant même jusqu'à paralyser des scanners IRM. En France, seuls quelques hôpitaux sont ralentis pour quelques heures, mais ce sont d'autres structures qui sont vraiment touchées, comme Renault qui est forcé de stopper plusieurs usines. Ces blocages, ils ont un point commun. Les ordinateurs qui en sont victimes affichent tous le même message, exigeant 300 à 600 $ en bitcoin. Heureusement, un coup de génie accidentel freine le désastre. Un jeune chercheur en cybersécurité, Marcus Hutchins, fait une découverte. WannaCry tente de se connecter à un nom de domaine non enregistré. Alors il va l'acheter par curiosité et ça va déclencher un kill switch stoppant la propagation du virus. En gros, les hackers ont laissé un bouton arrêt béant sur lequel le chercheur a accidentellement mis le doigt. Mais le mal est fait. Les pertes économiques sont estimées à plusieurs milliards de dollars. En 2018, le FBI identifie un suspect clé ayant grandement participé à l'orchestration de WannaCry, Park Jin-ho, un hacker nord-coréen impliqué dans plusieurs cyberattaques majeures. Et lui, vous pouvez enregistrer son nom parce qu'on va en reparler plus tard. Dans les années qui suivent, Lazarus va utiliser son stratagème bien rodé pour lancer des opérations ciblant principalement des entités liées aux crypto-monnaies, aux jeux vidéo et aux institutions financières. Il frappe des plateformes sud-coréennes d'échange de crypto-actifs comme Bithumb et Ubit, et cette dernière fait faillite après leurs 2 attaques successives. Ils attaquent aussi plusieurs plateformes de trading crypto et dérobent des fonds tant aux clients eux-mêmes qu'aux plateformes. Et comme si les plateformes déjà existantes ne suffisaient pas, ils en créent eux-mêmes plusieurs. Ces fausses applications d'échange de crypto-monnaies contiennent alors des malwares permettant aux hackers d'accéder aux appareils Windows et Apple des utilisateurs. Dans la même visée, ils vont jusqu'à créer un faux jeu vidéo de combat 1v1 de tank basé sur des NFT impliquant l'utilisation et le soi-disant gain de crypto. Alors si vous nous écoutez en podcast, et oui, on est dispo en podcast sur toutes les applications, le lien est dans la description, vous avez pas les images, mais c'est un jeu qui est visuellement dégueulasse. Voilà, il faut dire les termes, je suis navré. Nommé Detank Zone, le jeu exploite une vulnérabilité dans Google Chrome permettant l'exécution de codes malveillants sur les ordinateurs des victimes. Dans la foulée, ils tentent aussi de siphonner près de 49 millions de dollars à une banque koweïtienne et sont également impliqués dans d'autres attaques bancaires en Asie. En mars 2022, ils orchestrent une attaque majeure contre le jeu en ligne Axie Infinity, un vrai jeu cette fois-ci, basé sur les échanges et gains en crypto-monnaie. Les hackers exploitent le réseau que le jeu utilise pour dérober environ 600 millions de dollars en crypto-monnaie. En bref, ils sont inarrêtables et la diversité des attaques les font prendre en expérience et en technique. Comme si ça suffisait pas, ils ajoutent à leur arsenal une nouvelle méthode lors d'une opération appelée Dream Job. Et leur nouveau terrain de jeu, ce sont les réseaux de recrutement professionnels. Tout commence par une prise de contact discrète mais ciblée. Les cybercriminels créent de faux profils de recruteurs sur LinkedIn, WhatsApp ou Telegram en usurpant l'identité de véritables responsables RH travaillant dans de grandes entreprises. Ces profils y sont particulièrement élaborés, photos, historiques professionnels détaillés, connexions dans le domaine ciblé, et les victimes sont choisies avec soin. Il s'agit souvent d'ingénieurs, de développeurs ou de cadres évoluant dans des secteurs sensibles. Une fois repérés, les hackers entament une conversation professionnelle pour leur proposer un emploi stratégique et bien rémunéré. Lorsque la cible montre de l'intérêt, les faux recruteurs envoient un document lié à la procédure de recrutement et bien souvent un programme à installer contenant des outils soi-disant nécessaires à la suite du processus. Mais derrière cette façade anodine, vous l'avez deviné, se cache un malware permettant d'exfiltrer des fichiers sensibles, de surveiller les frappes clavier, de prendre le contrôle de l'ordinateur à distance et de cartographier le réseau interne de l'entreprise pour laquelle le candidat piégé travaille ou a travaillé. Parmi les candidats hackés, il y a P4X, un chercheur en cybersécurité américain. Il travaille habituellement sur la détection de failles pour rendre les systèmes plus sûrs, mais en 2021, malgré son expertise, il est l'un de ceux qui se font duper par Lazarus, comme quoi ça arrive à tout le monde. Il se tourne alors vers le gouvernement américain, mais est déçu par le manque de réaction et de soutien qu'il reçoit. Il décide alors de riposter en solo, en utilisant ses compétences pour passer à l'action. Il lance plusieurs attaques DDoS, additionnées à des scripts automatisant une pression constante sur les serveurs du pays, et étonnamment, ça marche. Internet n'étant ouvert qu'à une poignée de citoyens en Corée du Nord, le réseau, conçu pour si peu de connexions, est vite saturé et reste perturbé pendant plusieurs jours. P4X témoigne anonymement et explique qu'il a répliqué car il ne comprend pas que les actes des hackers restent sans conséquence. Et le plus triste dans cette histoire, c'est qu'il s'est mis lui-même dans l'illégalité. Aux États-Unis, lancer une attaque DDoS, même vers l'étranger, est considéré comme un crime fédéral. Il n'a été mandaté par aucune autorité et théoriquement, il risque gros. D'où son anonymat. Le peu de représailles laisse donc le luxe au groupe de s'en mettre plein les poches et
on l'a vu, il sait être extrêmement astucieux pour trouver de l'argent. Mais une fois l'argent récupéré, il faut le blanchir pour ne laisser aucune trace. Pour le vol de la Banque centrale du Bangladesh, les transferts ont été transformés en jetons de casino philippins. Il semblerait que sur les 81 millions volés, seulement 15 millions aient été récupérés par le groupe de hackers. Pour ce qui est du vol de Bybit, 1/15 de la somme volée à Bybit a réellement disparu des radars grâce à l'utilisation de services de mixeurs. Ce sont des plateformes qui mélangent les fonds de différents utilisateurs afin d'obscurcir les origines et les destinations des transactions. Ce processus, il vise à renforcer l'anonymat des utilisateurs, rendant difficile pour des tiers de tracer les mouvements de fonds sur des blockchains publiques. C'est une technique très utilisée par nos hackers nord-coréens dans l'ensemble de leurs vols. Un de ces services de mixeurs, nommé Sinbad, a d'ailleurs été fermé par l'organisme de contrôle financier américain pour avoir mixé des millions de dollars venant des braquages de Lazarus. Bybit s'est empressé d'envoyer la liste d'adresses des comptes du vol pour que les plateformes concernées les bloquent, et c'est ce que la majorité d'entre elles ont fait, sauf une. Et c'est EXCH.CX qui a visiblement rejeté la demande. Elle est en effet populaire dans le milieu du cybercrime pour le peu de contrôle qu'elle opère, ainsi que son peu de règles anti-blanchiment. Pour l'opération Dream Job, la motivation n'est pas le simple vol de données. Il y a là une stratégie plus large. Faire progresser les capacités militaires et technologiques nord-coréennes tout en contournant les sanctions internationales. En ciblant des entreprises opérant dans des domaines sensibles, Lazarus cherche à acquérir des secrets industriels, des technologies avancées, voire des données financières exploitables. Et quand on gratte un peu, on comprend que ce type de pratique alimente directement les finances du régime nord-coréen. De plus en plus ostracisé et mis de côté dans les échanges commerciaux par la communauté internationale, le pays a trouvé dans le cybercrime une source de revenus stable. Le gouvernement nord-coréen n'a jamais officiellement reconnu l'existence du groupe Lazarus ni ses liens avec celui-ci. Les autorités de Pyongyang ont systématiquement nié toute implication dans les cyberattaques attribuées à ce groupe. En réalité, les fonds volés par le groupe de hackers servent non seulement à maintenir l'économie du pays à flot, mais aussi à financer des programmes militaires, notamment le développement d'armes nucléaires. La Corée du Nord est une dictature où seul un cercle restreint de l'élite a accès à Internet, et une poignée d'individus privilégiés peut naviguer librement sur le web mondial. Difficile donc qu'un groupe non lié au gouvernement ait pu s'y développer. L'isolement du pays renforce sa dépendance aux cyberattaques comme moyen de financement. Et les raisons, elles sont à la fois politiques et historiques. À la mort du leader Kim Jong-il en 2011, son fils Kim Jong-un devient leader suprême à 30 ans. Mais reprendre le flambeau du pays en étant peu connu du peuple n'est pas une mince affaire. Il a besoin de se construire une image différente de celle de ses prédécesseurs. Son grand-père, Kim Il-sung, fondateur du pays, s'est imposé comme libérateur du peuple. Globalement, l'histoire du peuple coréen, c'est beaucoup d'isolationnisme et plusieurs revendications d'indépendance face à la Chine et au Japon. Après une colonisation par le Japon pendant la première partie du XXe siècle, la Corée est libérée de son colonisateur en 1945. Le pays est alors divisé en deux. Le sud, occupé par les États-Unis, et le nord par l'Union soviétique. Kim Il-sung, ancien résistant et combattant contre l'ennemi japonais, est alors le candidat parfait pour rassembler le peuple de Corée du Nord. Fraîchement formé par l'armée rouge, il est présenté au peuple coréen comme un héros national par les soviétiques. Il proclame la République populaire de Corée en 1948. Quand Kim Il-sung meurt en 90, le fils héritier, Kim Jong-il, nouveau leader, fait de sa priorité l'armée avec sa doctrine du Gun, qui signifie l'armée d'abord. Le père de Kim Jong-un va imposer sa politique militaire. Dès la mort de son père, Kim Jong-il relance secrètement le programme nucléaire et quitte le traité de non-prolifération nucléaire en 2003 pour lancer ses premiers essais nucléaires en 2006. Il utilise la propagande pour présenter la possession de l'arme nucléaire comme une victoire sur l'Occident et renforcer son culte de la personnalité et la légitimité du régime. C'est donc après deux leaders adulés que doit passer Kim Jong-un pour faire perdurer la dynastie des Kim. Son grand-père et premier leader du pays, Kim Il-sung, représentait l'idéologie et la libération du peuple. Kim Jong-il, son père, représentait le succès militaire du pays. Et Kim Jong-un, l'héritier, c'est celui qui fait entrer la Corée du Nord dans l'ère de la technologie. Bien avant sa mort, Kim Jong-il impose son fils Kim Jong-un en le présentant comme un génie technologique, capable de moderniser la Corée du Nord. Au décès de Kim Jong-il en 2011, Kim Jong-un prend le pouvoir et s'impose avec un discours centré sur la puissance technologique, la cyberguerre et le nucléaire, façonnant son image de leader moderne capable de défier les grandes puissances à travers le digital et l'innovation. Et on peut dire qu'il a l'honnêteté de mettre les actions derrière les mots. Il commence à moderniser l'armée avec le renforcement du programme nucléaire de son père. En 2017, il réussit les premiers tests d'un missile intercontinental qui serait capable d'atteindre les États-Unis. Vous vous en souvenez peut-être, c'est à cette époque-là que Trump et Kim s'envoyaient des petits surnoms mignons sur Twitter. Trump qualifiant le leader coréen de Rocketman suicidaire et Kim le qualifiant de vieillard sénile mentalement dérangé, le tout sur un fond de crainte générale d'une nouvelle guerre mondiale. En 2022, il teste des missiles dits hypersoniques capables d'être plus précis à haute vitesse. En 2023, il lance un satellite espion. L'objectif est de développer des armes sophistiquées pour garantir la dissuasion nucléaire et imposer la Corée
Corée du Nord sur la scène internationale. Au-delà de ce que la Corée veut montrer de sa sophistication technologique, il y a l'utilisation qu'elle en fait sur ses citoyens. Les ordinateurs, tablettes et smartphones en circulation en Corée du Nord sont conçus pour maintenir cette surveillance. Les PC tournent sous Red Star OS, un système d'exploitation développé par le régime, inspiré visuellement des vieux Windows et puis plus récemment de macOS. D'ailleurs, petit aparté, mais il a fuité sur internet, vous pouvez l'installer et c'est à mourir de rire. Les appareils sont entièrement modifiés pour tracer les fichiers et surveiller l'activité des utilisateurs. Les tablettes, comme la Samjiyon, permettent d'accéder à du contenu éducatif et de divertissement, mais sans Bluetooth ou Wi-Fi. Les smartphones, comme le Pyongyang Touch, ressemblent aux modèles modernes occidentaux, mais sont verrouillés. Tout appareil est sans accès à Internet et au mieux limité à l'intranet national. Par exemple, aller sur YouTube est impossible avec ces appareils. Ce qui est absolument terrible, parce que ça veut dire que les citoyens nord-coréens n'ont pas l'occasion de s'abonner à ma chaîne YouTube. Vous vous rendez compte? Alors que vous, oui, et que vous êtes plus de la majorité à regarder ma chaîne, à ne pas être abonné alors qu'on poste 2 sujets super tous les mois, et que si j'arrive à en convaincre ne serait-ce qu'un tout petit peu d'entre vous de le faire, ça nous rapproche hyper vite du million d'abonnés, on est déjà presque à 600 000 au moment où j'enregistre cette vidéo. Faites-le. Merci. Derrière une façade de modernité, ces écrans restent des outils de surveillance, verrouillés pour empêcher toute ouverture vers l'extérieur. Contrairement au reste du monde, la modernisation ne permet pas à ses citoyens d'accéder librement au savoir. En Corée du Nord, le numérique n'émancipe pas, il isole. Ce système bien huilé a néanmoins une faille. Elle freine la construction de la cyberarmée de Kim. Généralement, quand un pays recrute des hackers, il cherche des profils de personnes ayant baigné dans l'informatique et la culture web pour se construire un savoir technique. Mais ici, ces profils n'existent pas. Ils doivent donc les créer de toutes pièces afin de grossir les rangs de Lazarus. Et leur matière première, ils viennent la puiser dans la cour des écoles de la capitale. Dès leur plus jeune âge, les futurs hackers nord-coréens sont identifiés selon leurs capacités en mathématiques et en logique. À l'école primaire, les élèves qui excellent dans ces domaines sont remarqués par leurs enseignants et signalés aux autorités. Ceux qui se démarquent sont envoyés dans des écoles d'élite, où leur formation est totalement axée sur l'informatique et la cybersécurité. Contrairement aux autres enfants qui suivent un enseignement général, eux sont orientés vers un parcours spécialisé centré sur la programmation, les algorithmes et la cryptographie. Certains suivent une formation accélérée pour participer à des compétitions internationales de mathématiques et d'informatique qui servent à repérer les meilleurs éléments et faire briller l'enseignement nord-coréen aux yeux du reste du monde. Les plus prometteurs sont admis dans des instituts prestigieux comme Kim Il-sung University, l'université de technologie Kimcheok ou encore l'université Mirim. Cette dernière est spécialisée dans la formation des cyberguerriers. Et ces établissements, c'est pas des universités classiques. C'est des centres hautement surveillés où les étudiants vivent sous un régime militaire strict. Là-bas, on leur enseigne que leur mission est de défendre la nation contre ses ennemis et que les cyberattaques qu'ils mènent sont un devoir patriotique. Durant une bonne partie de leur formation, ils n'ont aucun accès à Internet en dehors de ce qui est strictement nécessaire à leur apprentissage. Ils utilisent un intranet rempli de documents techniques et d'outils de programmation, mais totalement coupé du web mondial. Tout ce qu'ils apprennent est sous contrôle de l'État, et toute tentative de chercher des informations non autorisées peut entraîner de lourdes sanctions. Ils ne peuvent pas non plus choisir leur avenir. Ceux qui réussissent leurs études sont automatiquement recrutés dans des unités de cyberguerre sans possibilité de refuser. Pour affiner leur formation et améliorer leur efficacité, certains d'eux sont envoyés en Chine, notamment à Shenyang, où ils sont regroupés en cellules opérationnelles sous couverture commerciale. Là-bas, ils ont accès à un environnement numérique bien plus développé que celui de la Corée du Nord et peuvent observer de près les systèmes occidentaux. Cette immersion, elle leur permet de mieux comprendre les infrastructures technologiques, les comportements des utilisateurs et les méthodes de sécurité employées par les entreprises et les institutions étrangères. Cette partie, elle est particulièrement importante pour le social engineering dont on a parlé plus tôt et qui est très présent dans leurs attaques. Dès leur entrée dans ces institutions, ces jeunes prodiges sont préparés à une vie entièrement consacrée à la cyberguerre. Et c'est ce qui a bien failli arriver à Jong Yeol-hee, un jeune prodige des mathématiques nord-coréen. Très tôt, son père lui impose une discipline rigoureuse en lui enseignant les mathématiques à la maison. Cet entraînement strict porte ses fruits. Vers 11 ans, il est envoyé dans un collège spécialisé pour les enfants les plus prometteurs du pays. Là-bas, il se distingue rapidement. Son talent lui ouvre les portes des Olympiades internationales de mathématiques, une compétition prestigieuse où plus de 100 pays envoient chaque année leurs meilleurs lycéens pour s'affronter sur des épreuves d'une complexité extrême. En 2013, à seulement 15 ans, Ri devient le plus jeune membre de l'équipe nord-coréenne. Sa première participation l'emmène en Colombie et pour la première fois de sa vie, il quitte la Corée du Nord. Avant même que son avion ne touche le sol, il a un premier choc. La lumière. Depuis son hublot, il découvre une ville éclatante, des rues baignées d'éclairage, contrastant violemment avec Pyongyang, où les coupures de courant sont fréquentes et où toute lumière superflue sont interdites afin d'économiser l'énergie. Il comprend alors que la pénombre dans laquelle baigne son pays n'est pas une norme universelle, mais une privation imposée par la dictature. En arrivant en ville, un deuxième choc l'attend, les voitures. Partout, des embouteillages, des klaxons, des files ininterrompues de véhicules. Chez lui, seuls les cadres du régime et quelques privilégiés possèdent une voiture. La majorité des habitants se déplacent
déplacent à pied ou à vélo et les agents de circulation remplacent les feux tricolores à chaque panne d'électricité. L'équipe nord-coréenne détonne parmi les autres délégations. Alors que les jeunes du monde entier se déplacent en jean, en sweat et en basket, eux portent des uniformes impeccables, chemisettes blanches et pantalons noirs repassés, arborant fièrement le badge des Kim sur leur poitrine. Leur attitude est cérémonieuse, presque rigide. Ils sont là non seulement pour concourir, mais aussi pour représenter la discipline du régime. L'épreuve se passe bien, l'équipe nord-coréenne se classe 6e sur 109 pays, remportant 2 médailles d'or et 4 médailles d'argent. Pourtant, à son retour au pays, pas de félicitations. Il est immédiatement convoqué pour une séance d'autocritique. L'argent ne suffit pas. Seul l'or aurait été digne d'honneur. Ce genre de séance, bien que psychologiquement éprouvante, fait partie du quotidien en Corée du Nord. Personne n'y échappe, pas même les jeunes prodiges. Les années passent et les Olympiades s'enchaînent. Mais à mesure qu'il accumule les médailles et les performances, il apprend que des membres du parti interrogent sa famille, ses amis, ses enseignants. Nous sommes en 2016 et les dernières Olympiades auxquelles Ri participe se déroulent à Hong Kong. Ri participe et remporte une médaille d'argent. Mais son esprit est ailleurs. La nuit après les épreuves, Ri ne ferme pas l'œil. À l'aube, alors que ses camarades dorment encore, il glisse hors de sa chambre, elle un taxi, et demande à être emmené à l'ambassade sud-coréenne. Lorsqu'il passe les portes du bâtiment, Ri est immédiatement pris en charge par des agents qui comprennent rapidement la gravité de la situation. Un étudiant nord-coréen qui fait défection en plein événement international sous les yeux du régime, c'est un incident diplomatique majeur. Durant son séjour de 80 jours au consulat général de Corée du Nord à Hong Kong, Ri est hébergé dans des conditions improvisées. Après plusieurs semaines d'attente, sa demande d'asile est acceptée. Il embarque dans un vol pour Séoul où il commence une nouvelle vie sous un nouveau nom, loin du contrôle nord-coréen. Mais le cas de Ri est rare, voire unique. La plupart des jeunes repérés par le régime ne remettent jamais en question leur destin. Beaucoup viennent de familles modestes et ont connu la famine et les privations. En Corée du Nord, où l'ascension sociale est presque impossible, être sélectionné pour intégrer une université prestigieuse et travailler pour l'État est un privilège. En plus du recrutement et de la formation par l'État, en reconnaissance de leur engagement, eux et leurs familles se voient attribuer des appartements spacieux et sont exemptés du service militaire obligatoire. C'est dans ce contexte que Park Jin-hock, le hacker suspecté par le FBI dont on parlait tout à l'heure, a suivi un parcours totalement opposé à celui de Ri. Lui aussi repéré dès son plus jeune âge pour ses talents en mathématiques et en informatique, il est envoyé à l'université de technologie Kim Il-sung à Pyongyang. Après ses études, il est intégré à une unité de cyberguerre opérant sous couverture au sein d'une entreprise écran du gouvernement. Depuis ce poste, il participe à certaines des attaques les plus spectaculaires orchestrées par la Corée du Nord, notamment le piratage de Sony Pictures et le vol de la banque du Bangladesh. Mais cette vie de hacker pour le régime a un prix. S'il bénéficie d'un statut privilégié, il reste sous très haute surveillance. Toute tentative de désobéissance pourrait entraîner des représailles non seulement contre lui, mais aussi contre sa famille. Il n'a plus le choix. Il est devenu un rouage essentiel de la machine cybernétique nord-coréenne dont il ne pourra plus jamais se détacher. En 2018, le département de la justice des États-Unis émet un mandat d'arrêt international contre lui pour conspiration en vue de commettre des cyberattaques massives. Le FBI le place sur sa liste des criminels les plus recherchés et Washington l'accuse d'être l'un des principaux cerveaux à l'origine de la programmation du ransomware WannaCry. S'il met un pied hors de Corée du Nord, il risque d'être arrêté et extradé vers les États-Unis. Tant qu'il reste sous la protection du régime, il continue d'opérer dans l'ombre, poursuivant son travail de cyberpiratage pour le compte de Pyongyang. Et c'est ce qui fait la force de Lazarus. Que peut-on faire contre un groupe opérant depuis un pays aussi hermétique que la Corée du Nord? Aucune extradition, aucune arrestation possible. Et les informations qui sortent au-delà du bloc propagandiste viennent de quelques citoyens échappés du pays comme Ri et une poignée d'autres sans qui les origines de Lazarus seraient restées un mystère. Et si vous vous demandez comment le régime a adapté les technologies pour mieux contrôler leur peuple, ça tombe bien parce qu'on a aussi fait une vidéo là-dessus.